commençons cette session 2022 du Forum de la croissance verte et du développement durable pour voir comment les chocs économiques des derniers temps ou des crises ont des répercussions sur les priorités politiques pour l'innovation verte. Et pendant cette session, nous allons parler du rôle des PME pour stimuler l'innovation verte dans les PME. J'ai le plaisir de présenter notre animateur pour cette session, Martine Godel, qui est directeur de la division de politique des petites et moyennes entreprises au secrétariat d'État pour les affaires économiques de la Confédération helvétique. Il est aussi président du comité sur les PME et l'entrepreneuriat de l'OCDE qui a été très occupé cette semaine. Je vous donne la parole, Martine. Merci beaucoup pour cette introduction et mesdames et messieurs dans la salle et en ligne. Bienvenue à la 4e session du forum CVDD de cette année. J'ai le plaisir d'animer cette session. Alors maintenant, sur le contenu, nous nous concentrons dans cette session sur le rôle essentiel que l'innovation verte dans les petites et moyennes entreprises peut jouer dans les PME pour lutter contre le changement climatique et les autres défis environnementaux auxquels nous sommes confrontés. La promotion de l'innovation verte dans les PME implique de travailler sur deux fronts. Tout d'abord, soutenir les entreprises existantes pour qu'elles adoptent des processus de production plus durables et qu'elles changent d'échelle grâce aux opportunités vertes. Il s'agit donc de verdir les PME de l'intérieur et ensuite soutenir les start-up vertes, de nouvelles entreprises qui commencent dès leur départ en tant que fournisseurs de solutions vertes et de technologies vertes pour l'avenir. L'objectif de cette session est de voir comment nous pouvons relever ce défi commun en tenant compte du fait que les PME sont fortement affaiblies par la crise du Covid-19 et sont encore plus touchées par la hausse des prix de l'énergie et par l'inflation. Je peux vous dire que la question du soutien à la transition verte des PME et le développement des entreprises vertes de demain en réagissant au choc de court terme des 3 dernières années qui affectent de façon disproportionnée les petites entreprises, c'est ce qui m'a beaucoup occupé, y compris en Suisse, à l'instar de beaucoup d'administrations dans le monde. C'est aussi l'une des principales problématiques dont nous parlons au comité des petites et moyennes entreprises au sein de l'OCDE pour préparer la future ministérielle de l'OCDE. Nous aurons une ministérielle pour tous les ministres chargés des PME sous le titre « Gérer les chocs et les transitions, pérenniser les PME et les politiques d'entrepreneuriat ». Elle aura lieu ici à Paris en juin 2023. Comme vous l'avez peut-être vu à l'ordre du jour, nous avons 4 questions de politique pour cette session. Voilà les principales thématiques dont nous allons parler pendant la discussion. Et bien sûr, tous les intervenants ne sont pas obligés de répondre à toutes les questions. Donc, quelles sont les implications de la pandémie de Covid-19 et des prix actuellement élevés de l'énergie pour la diffusion des technologies plus vertes et des pratiques commerciales plus vertes dans les PME? Quelles sont les implications pour la création de nouvelles start-up vertes? Quels sont les freins qui ralentissent le verdissement des PME, de l'entrepreneuriat vert et la croissance des entreprises vertes viables? Y a-t-il des cadres de politique et de réglementation qui traitent des spécificités des PME? Quel est le rôle que les mesures qui ciblent la demande pour les solutions vertes et celles qui soutiennent directement les entrepreneurs, par exemple les pépinières vertes, quel est le rôle qu'elles jouent pour stimuler l'innovation et la croissance des PME vertes? Alors, il y a plusieurs questions et nous allons recevoir beaucoup de réponses, beaucoup de contributions importantes de plusieurs personnes et je vais les présenter une par une, à mesure qu'elles monteront sur l'estrade. Commençons d'abord par Céline Kaufmann, qui est directrice de la division PME et entrepreneuriat à l'OCDE, qui va nous poser le contexte avec les faits d'après le rapport « Aucune neutralité carbone sans les PME » et bien d'autres documents qui ont été préparés. Il y a aussi certains mots sur les contextes nationaux. Elle va nous parler des faits établis parmi les pays les plus avancés avec les meilleures pratiques. À vous, Céline. Eh bien, merci beaucoup, Martine. C'est un plaisir d'être des vôtres pour cette session très importante pour nous.
Martine en a parlé, le verdissement des PME et le verdissement de l'énergie des entreprises, c'est une des zones essentielles de travail du comité des PME et de l'entrepreneuriat que préside Martine, et je suis très heureuse d'apporter mon soutien en tant que membre du secrétariat. Et je vais m'inspirer de ces travaux pour poser le contexte du débat d'aujourd'hui. Nous avons une très grande table ronde de différents intervenants. Et ce que je vais faire, c'est vous donner un certain nombre de faits et de tendances que nous avons décelés dans ce domaine pour déclencher le débat. Espérons-le. Et je fais cela en me concentrant surtout sur trois aspects. Le premier est le rôle critique que jouent les PME et les entrepreneurs dans la transition verte. Pour revenir à un certain nombre de faits et de chiffres là-dessus. Deuxième pilier, ce qu'il se passe et ce qui ne s'est pas passé sur le terrain. Et troisièmement, que devrait-il se passer et que faut-il faire pour que cela devienne une réalité? Permettez-moi de commencer très rapidement avec la raison pour laquelle les PME et les entrepreneurs sont un moteur essentiel de la transition verte. Bien sûr, si vous les prenez individuellement, séparément, chacun d'entre eux, chaque petite entreprise a une empreinte environnementale très limitée. Mais le problème, c'est qu'elle contribue à hauteur de 95-99% du tissu d'entreprise dans un pays, 60% de la valeur ajoutée. Globalement, donc, il va sans dire que l'effet est significatif. Il est très difficile de trouver des preuves robustes de ces effets du fait du manque de données. Néanmoins, nous avons mené une sorte d'inventaire complet de différentes études dans différents pays et on trouve plus ou moins des chiffres, des parts de la contribution des PME à hauteur de 40-60% des déchets industriels, 50 à 70% des émissions de GES dans l'UE pour les entreprises et entre 10 et 30% de la consommation totale d'énergie et 30 à 60% de la consommation d'énergie. Donc, les arguments politiques sont clairs. Pour atteindre les objectifs politiques et les engagements internationaux des pays en matière de transition verte, cela ne sera pas possible si les entrepreneurs et les PME n'apportent pas leur contribution. Le cas d'affaires se développe aussi rapidement, mais c'est bien plus lent. Très clairement, les PME voient le verdissement comme étant une trajectoire pour réduire les coûts et pour augmenter la productivité. Généralement, si vous regardez les chiffres, l'accélération de l'efficience énergétique dans les PME permettrait d'économiser 10 à 30% sur la demande énergétique des PME. Et bien sûr, dans le contexte actuel de prix élevés de l'énergie, l'amélioration de l'efficience énergétique permet de renforcer la résilience des PME en réduisant leur exposition à la volatilité des prix de l'énergie et à leur incertitude. Nous voyons aussi, bien sûr, des obligations réglementaires se développer, des demandes sociétales qui se développent aussi, y compris pour les petites entreprises, ce qui implique que de plus en plus de PME doivent tenir compte de leur performance verte, pour ainsi dire, lorsqu'elles veulent entrer dans des chaînes d'approvisionnement et pour avoir accès à des ressources essentielles, comme le financement. Mais parlons de la deuxième population de petites entreprises dont a parlé Martine. Le verdissement est aussi une grande opportunité de marché et d'innovation pour beaucoup de start-up, de jeunes pousses et de plus petites entreprises, avec les jeunes entreprises et les PME qui visent une part croissante des biens et services verts qui sont très présentes dans le marché des énergies renouvelables et qui contribuent aux solutions environnementales. Là encore, nous avons des chiffres assez généraux. De 70 à 90% des entreprises de la technologie propre qui sont les PME, les start-up représentent une part en croissance rapide des technologies d'énergie propre et un tiers des PME proposent des prix et services verts. Et c'est un marché qui est en plein essor. Si vous regardez les chiffres concernant la croissance et l'emploi, vous verrez qu'en effet, il y a un développement des opportunités dans l'économie verte. Que se passe-t-il donc sur le terrain en ce qui concerne la performance globale des petites entreprises et des entrepreneurs?
Eh bien, nous pouvons constater, et là encore, les données sont assez difficiles à trouver, mais il y a un nombre croissant de PME qui prennent des mesures pour verdir leur modèle économique, pour verdir leurs pratiques, en inventant et en mettant en œuvre des stratégies pour être plus efficaces du point de vue des ressources, en se concentrant surtout sur l'énergie, l'eau, les déchets et la baisse de la consommation. Ce que l'on voit aussi sur ce graphique, c'est que les PME sont encore à la traîne derrière les grandes entreprises dans ce domaine. Très clairement, elles ont des incitations. Néanmoins, ce que l'on peut constater, c'est qu'elles sont encore confrontées à un certain nombre de barrières. Et je souhaitais simplement en signaler deux en particulier, l'une étant le manque d'information et de sensibilisation sur les opportunités, et la deuxième étant l'accès limité aux ressources fondamentales, notamment au financement. Et puis, bien sûr, dans l'environnement international incertain d'aujourd'hui, on peut voir que les risques surviennent à nouveau. Les perspectives économiques de l'OCDE qui ont été publiées il y a 1 ou 2 jours mettent en avant la perte de dynamique de croissance, l'importance de la forte inflation et les effets que exercent les prix élevés de l'énergie sur les prix. Et là, pour les PME, cela veut dire que cela met la reprise sous tension, notamment pour les PME qui, là encore, sont coincées entre la hausse, sont prises en ciseaux entre la hausse des coûts et le fait que la demande baisse. Et ce que l'on voit, c'est que les gouvernements interviennent pour soutenir ceux qui sont touchés par la crise mondiale de l'énergie. Et bien sûr, s'agissant du verdissement des PME et des entrepreneurs verts, il y a deux préoccupations, une préoccupation de court terme et une de long terme liée à la conjoncture internationale actuelle. La préoccupation de court terme est liée à la capacité des petites entreprises à résister à un nouveau choc. Dans un contexte où, nous le savons, comme nous surveillons les tendances, nous savons que bon nombre d'entre elles ressortent de la crise fortement endettées et avec peu de liquidités. La préoccupation de long terme est liée à la capacité de ces entreprises fortement endettées à lancer les investissements nécessaires pour verdir leurs pratiques et leur modèle économique. D'autant plus que les taux d'intérêt remontent et on sait donc que le coût du financement augmente aussi. Et puis, il y a aussi des risques associés qui, étant donné l'implication très forte des États et la prolongation du soutien aux entreprises, cela va avoir un effet de gel sur une transition que certaines de ces entreprises auraient envisagée autrement. Et actuellement, nous surveillons les mesures lancées par les gouvernements pour voir dans quelle direction elles s'orientent. Elles étaient très généralisées au début. Maintenant, elles sont de plus en plus ciblées sur les PME. Mais nous voyons aussi une deuxième génération de mesures qui, en fait, tiennent compte des objectifs de plus long terme de verdissement des PME avec des mesures qui incorporent des incitations au verdissement des entreprises tout en essayant de les soutenir par la fiscalité ou par un appui budgétaire à leurs revenus à mesure que les entreprises changent leur processus énergétique. On a des exemples en Espagne, en Autriche ou en France qui sont bien répertoriés. Donc, comment est-ce que nous réalisons tout cela? Comment soutenir le verdissement des PME existantes et l'émergence d'une nouvelle génération d'entreprises qui sont fondamentalement axées sur le verdissement? Grâce à des travaux que nous avons menés sur l'entrepreneuriat vert pour le Danemark et pour lequel nous avons catalysé les expériences d'autres pays de l'OCDE, nous avons bien sûr identifié un certain nombre de domaines fondamentaux pour l'action publique, au-delà des politiques environnementales généralisées qui visent à construire la demande pour les solutions vertes. On sait qu'il y a aussi des mesures spécifiques à l'entrepreneuriat et aux PME qui peuvent soutenir les entrepreneurs verts
et qui peuvent changer la donne. Le domaine critique d'intervention de l'État est surtout de développer des compétences vertes au sein des entrepreneurs et d'aider les éco-innovateurs à commercialiser leurs travaux. Des programmes de formation de petite échelle ont été lancés dans la plupart des pays de l'OCDE, mais une approche qui émerge, selon nous, est de fournir des paquets de soutien intégrés grâce à des incubateurs dédiés pour la clean tech et la climate tech et des programmes d'accélération. Et puis, le deuxième domaine très fort de soutien que nous voyons se dessiner et qui est très nécessaire, c'est l'amélioration de l'accès au financement. Et sur ce point-là, je voudrais citer une initiative importante lancée par l'OCDE il y a 1 an, suite à la COP. C'est une plateforme pour le financement des PME pour la durabilité qui soutient le dialogue entre les différentes parties prenantes, les acteurs publics et privés, les PME et d'autres entités. Et nous allons sortir le premier rapport sur la durabilité, les moteurs, les contraintes et les possibilités. Alors, le travail fait par le biais de cette plateforme montre le besoin de mettre l'accent sur les deux côtés, la demande et l'offre. Parce que du côté de l'offre, il s'agissait de diversifier les instruments financiers qui soutiennent les investissements verts des PME. Bien sûr, le soutien financier ne suffit pas seul. Il faut un soutien non financier qui aide à remplir les lacunes de connaissances des PME. Est-ce qu'il faut plus de détails ou de granularité? Oui, encore une fois, on voit que les PME qui constituent la plupart des entreprises sont très diversifiées dans différents secteurs, différentes représentations géographiques, etc. Et ensuite, il y a la question de la communication et d'autres exigences liées aux PME, et il faudrait que ces informations à communiquer et d'autres conditions à remplir soient adaptées aux PME que nous ciblons. Un dernier point, parce que ici c'est un domaine où il y a vraiment une lacune, c'est là où il faut développer la base de données, la base de preuves qui constituera la base des politiques destinées aux PME. Il s'agit de développer les données granulaires qui aident à développer les actions publiques ciblées pour aider l'entrepreneuriat vert et pour transformer les PME en PME vertes. Ici, il faut une définition plus courante, plus partagée. Il faut des preuves des activités, des pratiques vertes, et il faut présenter des données sur l'impact des actions politiques. Alors, pour ce faire, nous développons un tableau de bord. Il y a 2 piliers principaux. Il y en a d'un côté l'estimation de l'empreinte environnementale des PME, et l'autre pilier se penche sur l'entrepreneuriat vert, les activités d'entrepreneuriat vert. Nous avons déjà commencé le travail du premier pilier. Nous avons des chiffres pour les émissions de gaz à effet de serre, pour la consommation énergétique, pour l'intensité d'émissions, etc., pour qu'on puisse canaliser les actions. Et nous sommes en cours de développement pour l'entrepreneuriat vert, avec des données sur le nombre, la proportion représentée, les différents sites géographiques, le genre, les impacts et les contraintes, afin de développer les politiques d'entrepreneuriat vert. Et je suis contente de vous rendre la parole, Monsieur le Président, et j'attends la suite de la discussion. Merci, et merci d'avoir préparé vos diapositives très intéressantes. Alors, on peut passer
directement à l'intervenant suivant parce que vous avez terminé sur le point de l'entrepreneuriat vert. Et ici, nous avons Arvinder Kant qui a beaucoup d'expérience en la matière. Il est au conseil de recherche au Canada, au NRCIRAP. Il nous rejoint par Zoom. Alors vous avez fait différents scénarios au Conseil de recherche national au Canada sur l'importance de cet entrepreneuriat vert, comment faire la transition verte pour les PME. Alors votre expérience importante au Canada nous intéresse de très près. Nous avons entendu déjà aujourd'hui parler des bonnes pratiques au Danemark. Nous avons eu la présentation également de Céline Kaufmann et maintenant vous avez un soutien au programme. Comment est-ce que vous soutenez les PME afin qu'elles développent ces pratiques vertes, des technologies vertes? Qu'est-ce que vous proposez comme soutien? Est-ce qu'il s'agit de conseils, de subventions? Comment est-ce que vous transformez ça en réalité? C'est un plaisir et un honneur de vous parler. Moi, je suis conseiller en technologie industrielle au Conseil de recherche nationale au Canada. Alors, l'acronyme, c'est NRCIRAP ou IRAP. On constate souvent qu'on n'a pas les recherches nécessaires parce que vous avez la recherche universitaire et ensuite vous avez le déploiement des technologies, mais il manque la recherche au milieu. Notre programme est le premier programme de recherche sur les PME au Canada et nous cherchons à créer une richesse par le biais de l'innovation et au service de tous les citoyens canadiens. Nous le faisons par le biais des technologies pour la réussite sur le marché mondial. Nous fournissons des conseils de différentes formes et des financements pour aider les PME à avoir une bonne croissance avec une meilleure capacité d'innovation et à vendre leurs idées. Nous avons cet écosystème qui existe depuis 75 ans. C'est le 75e anniversaire du NRC-IRAP cette année. Nous aidons environ 8000 PME par an. Et au cours de l'année dernière, 21-22, nous avons investi environ 450 millions de dollars pour aider les PME, ce qui aide environ 16 000 emplois par le biais de nouveaux projets lancés au cours de l'année passée. Environ 45% des entreprises ayant bénéficié de notre soutien au cours de l'exercice passé, 84% avaient peu de salariés. Ceux qui avaient moins de 50 employés recevaient 67% des financements disponibles. Mais quid du programme? Alors, notre modèle bénéficie de sa présence à travers tout le territoire. Des personnes comme moi se trouvent dans 116 communautés à travers le Canada et nous sommes là aux côtés de nos PME clientes. Nous sommes là sur le terrain. Ces conseillers sont des professionnels du secteur privé et ont un minimum de 20 ans d'expérience, soit dans une PME ou une multinationale, normalement avec un diplôme universitaire. Et notre valeur ajoutée consiste à travailler aux côtés de nos clients. Nous réagissons en fonction de leurs besoins. Nous voyons leur situation et nous pouvons fournir les conseils et les financements qui aident à accélérer leur croissance. Il faut
éliminer les entraves aux PME. Il faut proposer des technologies innovatrices pour améliorer les produits et les services. Il faut donner un accès aux capitaux, du personnel qualifié. Il faut une préparation au marché et à l'exportation. Il faut donner toutes les informations pertinentes et l'accès aux technologies pertinentes. Nous voulons soutenir une entreprise au cours du temps, au bon moment, le bon soutien au bon moment à la bonne entreprise. Nous collaborons afin de réduire les coûts de l'innovation et sous forme de co-investissement. Et nous avons toutes sortes d'activités. So how do we, bring Alors, selon le secteur, notre approche dépend du marché. C'est en fonction des besoins du client ou de l'industrie. Et bien sûr, il faut voir les opportunités commerciales et la possibilité d'avoir une ambition réalisable. Alors, on veut évidemment réduire les émissions de gaz à effet de serre. On a vu le lancement de systèmes d'incitation et dans des industries telles que le ciment ou la production d'énergie, il faut toutes sortes de soutien, d'incitation et d'encouragement afin qu'on adopte des solutions plus innovatrices, plus efficaces et moins coûteuses. Et beaucoup de PME et d'entrepreneurs intelligents visent ces objectifs. Nous voulons faire adopter les technologies vertes et propres avec une participation de partenaires innovateurs. Nous avons financé 3500 projets avec 1000 PME au cours des derniers temps et des investissements qui sont importants. Il y a des applications vertes pour la réduction d'émissions. Il y a des remèdes au changement climatique, séquestration de carbone, la valorisation du carbone, des technologies liées à l'hydrogène. Quelques données. Environ 42% en moins de 10 salariés, 48% en moins d'1 milliard en recettes. Et nous avons vu cette stabilité au cours du temps et c'est l'identité, c'est le profil que nous voyons pour les PME vertes et les PME en général. Bon, moi, je dirais que les PME au Canada ont de la chance d'avoir autant de soutien et de conseils techniques et vous proposez également des subventions et une diversité de soutiens. Merci beaucoup. Bon, le soutien public, c'est une chose et c'est essentiel et ça peut nous aider beaucoup, comme on vient de l'entendre. Mais pour lutter contre le changement climatique et pour réagir face à la crise énergétique, il faut des investissements très important. Alors, ces investissements nécessaires pour que les PME puissent faire la transition verte peuvent être de vrais obstacles. Souvent, les PME n'ont pas les atouts, les immobilisations qui permettraient de lever un financement facilement. Je suis ravie d'avoir M. Trond-Moët de la Corporation des finances environnementales nordiques, la NEFCO. Alors, comment est-ce que vous trouvez une solution à ces défis, à votre organisation, à la NEFCO? Merci, Martine. Bon, c'est une question clé. Le financement est essentiel et comme vous l'avez dit à juste titre, c'est très important pour les PME qui n'ont pas d'actifs pour garantir les crédits. Alors, nous sommes la Banque verte nordique,
institution de finance internationale et notre seule mission, c'est d'accélérer la transition verte. Et nous le faisons grâce au financement des PME ayant la possibilité d'adopter des solutions et des technologies vertes. Certes, il y a un risque financier, mais il faut qu'il y ait la possibilité d'avoir un vrai progrès. Cette aide aux PME les aide à accélérer la transition verte de manière bancable et c'est ainsi que nous pouvons éliminer les entraves, certaines entraves à la croissance. Nous voyons ou nous identifions deux types de défis. Bon, il y a la question de la croissance. Il faut que la croissance soit sensible et rapide. Et comment est-ce que cette croissance peut être verte? Comment définir ce qui est vert? On va commencer par la croissance. Alors, le défi n'est pas au niveau des start-up, parce que les start-up ont accès au financement. Il y a des capitaux privés, il y a beaucoup d'acteurs privés qui acceptent le risque des start-up dignes de confiance. Et parfois, on voit des chocs tels que la pandémie, les prix de l'énergie ou même maintenant la guerre en Europe sont souvent là pour stimuler la croissance de ces start-up. Alors, il y a beaucoup d'activités là et les start-up trouvent les capitaux privés. Mais le problème, c'est le déploiement à plus grande échelle et surtout à la première phase de croissance. Vous avez, par exemple, la preuve des technologies. Vous avez la première phase de production et la commercialisation avec des clients et on veut faire construire une deuxième usine ou de se lancer sur un deuxième marché. On va à la banque et on demande un financement de la dette et la réponse classique, c'est non, c'est trop risqué. Et à ce stade-là, les entrepreneurs et les sources de capitaux privés sont parfois diluées et ne veulent plus continuer. Alors, où trouver les financements? La dette auprès des banques commerciales n'est pas disponible. Les petites sociétés qui ont une croissance élevée n'ont pas les actifs nécessaires comme garantie et sont considérées comme des entités à risque élevé. Nous avons cartographié la dette à cette période de la croissance dans la région nordique et on voit qu'il y a très peu de financement et j'imagine que c'est pareil dans d'autres pays. Alors, nous, à la NEFCO, nous avons essayé de combler cette lacune du marché. Nous sommes qu'un petit acteur, mais nous sommes en train de prouver que le financement de cette lacune, de cet écart, est non seulement viable, mais également très rentable. Ce financement devrait attirer des investisseurs classiques, mais le conservatisme et l'aversion au risque constituent des barrières. Il faut donc plus d'intervention. Mais le deuxième défi, c'est la question de ce qui est vert. Comment s'assurer que les PME fassent une vraie transition verte? Et qu'est-ce que c'est que l'innovation verte et quelle est leur contribution? Il y a des critères objectifs qui sont compris par les entrepreneurs et les PME. Et dans l'Union européenne, nous avons la nouvelle taxonomie verte qui fixe ces critères de manière très claire. Et c'est formidable parce que cette taxonomie est très claire avec le climat, l'économie circulaire, la pollution, l'eau, la biodiversité. Mais la taxonomie n'est pas forcément facile à déchiffrer et les critères techniques sont nombreux et pas faciles à comprendre non plus et surtout pas du côté des PME. En 2026, il y aura le rapport de l'Union européenne à ce sujet et on aura un format plus simplifié. Mais moi, je dirais que les informations et le reporting ne suffisent pas. Pour le financement vert et surtout le financement du risque, on voit qu'il y a un rôle à jouer pour pousser les PME vers la transition verte. Et je continuerai plus tard. Merci. Merci beaucoup. Il y a plus. Donc, Véronique Willems, maintenant, va nous parler. Vous m'entendez? Secrétaire général de SME United. Oui, je vous entends très bien. Eh bien, on vous entend aussi très bien.
Vous avez entendu, les gouvernements offrent tout type d'aide aux PME. Mais parfois, les gouvernements créent aussi des complications pour les PME. Alors, quelle est votre perspective? Elles ont besoin de quoi, les PME? Et elles s'attendent à quoi en fonction de ce que nous avons vu? De réglementation du point de vue de la demande de la part des gouvernements, de manière à ce que les investissements verts soient l'avenir pour les PME. Elles ont besoin de quoi, les PME? Merci. Et merci en particulier pour nous avoir invités aujourd'hui à cette manifestation. Pour ceux qui ne connaissent pas, SM United est une organisation qui représente les PME dans toute l'Union européenne. Donc, nous avons les organisations dans les États membres, mais nous avons aussi des organisations comme des organisations qui viennent des pays nordiques, du Royaume-Uni, de la Turquie. Et nous rassemblons donc des fédérations de secteurs dans le domaine des PME, par exemple la construction, les boulangers, les transports, etc. C'est vraiment un éventail extrêmement large de nombre très différentes de PME dans l'Union européenne. Et je suis heureuse que Félix ait parlé d'abord en premier, parce qu'elle nous a donné un bon aperçu de ce qui se passe en ce moment. En particulier, je suis heureuse qu'elle ait mentionné le fait que beaucoup d'entreprises en ce moment ont du mal. On a eu la pandémie de la COVID où beaucoup de PME ont investi leur propre épargne pour que l'entreprise ne sombre pas. Et maintenant, on a la pandémie énergétique, disons la crise énergétique, qui fait que les entreprises ont encore et recherchent encore du personnel qualifié. Elles ont beaucoup de mal à le trouver. Et puis, donc, les entrepreneurs font vraiment tout ce qu'il faut et tout ce qui est en leur pouvoir pour tout faire pour que l'entreprise reste à flot. Il y a eu de très bonnes mesures qui ont été prises dans les autorités dans le monde, je voudrais le dire, parce que nous travaillons avec le CDE sur ce sujet aussi. Mais dans beaucoup de cas, ils sont liés à ils interviennent avec d'autres crédits et donc évidemment c'est très lourd pour les entreprises. Et maintenant nous sommes confrontés à la crise énergétique. Nous avons observé que non seulement, nous faisons une étude sur les PME à l'automne et au printemps, on a vu que les intentions d'investissement ont vraiment baissé. Les entreprises disent on ne s'engage pas pour des investissements pour l'avenir proche et moins proche. Alors, il y a aussi la transition verte. Alors, il faut que cette diminution des investissements est un gros obstacle pour que ces PME puissent s'attaquer à la transition environnementale. Alors aussi, il y a un changement permanent de cible. Je donne l'exemple de notre, par exemple, cible d'efficacité énergétique au Royaume-Uni, dans l'Union européenne. Et donc, on avait une idée de ce qui allait se passer, puis ça n'a pas été totalement approuvé. C'est pour 2003. Si nous voulons que nos entreprises puissent atteindre les cibles d'ici 2030, elles doivent savoir maintenant quels sont les investissements qui doivent être pris, les mettre en place et travailler vers ces cibles. Parce que si les cibles constamment changent de nature, elles ne pourront pas prendre les décisions, les PME. Et donc, il y a trop d'incertitudes pour les PME. La première chose que nous demandons pour la transition verte, c'est d'apporter un cadre de politique stable avec des cibles très claires, de manière à ce que les entreprises savent où aller et pourquoi investir. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il y a un savoir-faire. Céline l'a mentionné aussi. Les PME ont besoin d'informations. Elles doivent savoir où sont les opportunités. Donc, une sensibilité à cette connaissance, ces données, ces connaissances, c'est un élément très important.
elles peuvent avoir des informations sur les nouvelles technologies, pas des informations commerciales, mais des informations de fond. Avec ça leur permet de travailler sur le terrain, et puis aussi renforcement des capacités des organisations PME. Je représente une organisation à l'échelle de l'Europe, mais j'ai travaillé aussi au niveau régional. Et ce que j'ai remarqué, c'est que quand les PME vous connaissent, eh bien, elles viennent vers vous pour toutes les questions qu'elles ont. Et donc, les organisations de PME sont fondamentales pour être sûr que la personne qui travaille et qui conseille les entrepreneurs, eh bien, ait une connaissance vraiment très large de à qui se référer et où trouver les renseignements. Voilà, les actions que vous pouvez mener, peuvent-elles dire aux PME, voilà le cadre et la référence. Et donc, il y a aussi maintenant, il faut parler du financement, et j'aimerais bien apprendre plus de l'apprendre nordique, parce que je pense que ça va être un exemple tout à fait intéressant. Et comme je l'ai mentionné, pour beaucoup de PME, la capacité à investir a diminué considérablement, et donc il faut être sûr qu'il y ait des outils disponibles pour au moins faire un investissement direct dès le départ, parce qu'ils peuvent avoir de retours sur investissement, mais il faut pouvoir déjà être à même de mettre l'argent sur la table. Et donc c'est très important. Et puis enfin, les compétences. Les compétences pour l'entrepreneur, pour qu'il sache où aller, ou elle sache où aller, mais aussi compétences de façon plus générale. Nous avons discuté ce matin des compétences au niveau européen. Si l'on veut avoir des bâtiments qui sont isolés, si on veut avoir des panneaux solaires, si l'on veut développer différents types de transition verte, eh bien, il va falloir avoir les bonnes compétences parmi nos salariés. Il faut que les salariés puissent aller dans des formations continues pour acquérir ces compétences. Donc ça, c'est le 5e élément qui est certainement très important. J'en reste là, mais je suis très heureuse de continuer à participer à la discussion, bien entendu. Merci beaucoup, Véronique. Alors vraiment, ce sont des éléments extrêmement clairs sur la législation et de beaucoup d'autres éléments, et vous avez été entendu. Et vous avez dit que lorsqu'on parle aux PME, eh bien, ils ont toutes sortes de questions et qu'ils vous les posent toutes. Bien sûr, il y a un besoin de partenaires qui écoutent et qui peuvent apporter des réponses à ces questions. Et l'une de ces institutions, eh bien, c'est le SME Climate Help, et je suis très honorée d'inviter Pamela Jouven pour qu'elle nous dise comment elle peut nous aider à répondre à toutes ces questions qui sont posées par les PME. Pamela, vous avez la parole. Merci beaucoup, Martine. Et merci beaucoup de m'avoir invité à ce panel. Et je dois dire que mes collègues sur le panel ont déjà apporté des réponses vraiment très complètes à la question. Et je vais ajouter, dans la mesure du possible, mes propres informations. Donc, le SME Climate Hub est une espèce de start-up, il faut le dire, que nous avons créé il y a 2 ans. Nous avons participé à l'initiative à la coalition qui contient cette organisation non lucrative et qui ont notre finance. Eh bien, c'est une association, et notamment un groupe qui s'appelle 1.5 Chain Supply Leaders. C'est une multinationale qui travaille sur pas mal de missions, y compris celle-là. Et nous travaillons aussi très étroitement avec l'ONU, la campagne Zéro Net, parce que c'est le point d'entrée absolument clé pour les PME qui, eh bien, ont peu d'employeurs par rapport aux très grands, et qui eh bien, participent à cette activité.
Voilà qui nous sommes. Maintenant, je vais vous dire un peu plus sur ce que nous faisons. Mais ce qui est important, c'est que nous avons la chance de travailler avec une très grande communauté de PME. Nous avons à peu près 55 000 PME qui ont fait l'engagement, qui ont pris l'engagement, qui se trouvent sur le hub, c'est-à-dire ça leur permet donc de participer à la course au net zéro. Et puis, elles peuvent utiliser des outils. Il y a notamment à peu près 100 pays différents qui participent à ce hub. Et nous avons des enquêtes de façon annuelle pour comprendre les défis auxquels ils sont affrontés, mais aussi les barrières qui les freinent lorsqu'elles veulent prendre des actions. Et puis, nous avons travaillé donc à une activité jusqu'à la fin de l'année dernière. Le résultat seront au début d'année. Mais ce que l'on a vu, c'est que ces PME, où 90% de nos PME veulent prendre des mesures parce qu'ils pensent que c'est la bonne chose à faire. Et même au sein de nos groupes, eh bien, ils ont besoin de plus de ressources et de financement. Et cela, eh bien, correspond et s'ajoute à ce qu'a dit déjà Céline. Ce que nous avons entendu, c'est que la raison essentielle pour laquelle les PME eh bien, ne peuvent pas avancer plus, c'est qu'il y a un manque de connaissances et de connaissances, 68%, un manque de financement dans le cas de 80% et 40%, un manque de temps. Ça veut dire que l'éducation eh bien, semble être la barrière clé. Les PME doivent comprendre le rôle qu'elles jouent dans le mouvement, mais aussi, comme Véronique l'a dit, où est-ce qu'elles peuvent trouver les outils pour pouvoir prendre des mesures. Parce que la réalité est qu'il y a beaucoup d'informations pour les entreprises, mais elles ne sont pas taillées pour l'utilisation par les PME. Il y a un manque de cohérence, mais aussi beaucoup de complexité. Ce que pour les PME qui ont des ressources limitées en temps, en main-d'œuvre, eh bien, c'est très difficile de naviguer dans ce milieu-là. Et donc, c'est ce que nous essayons de résoudre comme problème avec le hub. Et j'écoutais donc les différentes présentations. Nous avons été conçus comme un guichet unique où toute PME dans le monde peut trouver les ressources dont elles ont besoin pour commencer cette aventure vers le net zéro. Et donc, nous avons une plateforme réellement pour soutenir les PME. Et l'engagement que nous avons, donc la course au net zéro, donc ça, évidemment, c'est la clé, c'est au cœur de ce que nous offrons, mais nous offrons aussi un certain nombre d'autres outils et ressources pour les PME ou qui n'ont justement aucun endroit où aller les trouver. Et donc, les PME ont besoin d'avoir un endroit où aller lorsqu'ils commencent de zéro. Eh bien, parmi les outils que nous offrons, nous avons un calculateur qui apporte aux PME des estimations sur les émissions. Tout cela est gratuit, c'est très simple. Nous avons trouvé avec Google.org, avec toutes sortes d'instituts pour que vraiment ça soit vraiment simple. Les questions posées sont vraiment très simples et puis aussi pour que eh bien, l'outil soit facile à utiliser. Et nous avons eu une réponse des PME vraiment très positive. Cela prend souvent quelques minutes seulement de se servir de cet outil. Et puis, on a aussi des cours en ligne pour les PME. Moi, je les appelle finalement les cours personnels pour les petites entreprises parce que toutes les actions sont abordées. On a un module ou plusieurs modules sur la gouvernance, sur la stratégie, mais aussi sur la chaîne d'approvisionnement, le fonctionnement, l'opérationnel, les finances. Enfin, vous avez les différents aspects et ceci eh bien, est enseigné au point de vidéo, d'études de cas, des modules extrêmement interactifs pour faire que ces cours soient aussi accessibles possible et aussi attrayants que possible pour les PME. Nous avons aussi d'autres ressources comme le guide financier qui a été développé notamment avec l'université de Strong Cambridge qui apporte plus de contexte quant à savoir où les PME peuvent trouver des financements pour agir, que c'est le gouvernement, les investisseurs, les acheteurs. Et nous essayons qu'ils comprennent comment aborder ces différents partenaires
donc il y a un certain nombre de modèles d'email, etc., pour qu'ils puissent vraiment être à l'aise dans ces discussions. Alors, nous avons aussi un outil de rapport et donc cela correspond au besoin d'utiliser des standards communs et cet outil est lié aux engagements et cela est un cadre simplifié qui leur permet de faire un rapport. Comme vous avez compris, tous ces outils sont une manière pour nous à combler la pénurie de connaissances, mais aussi l'écart de capacité, parce que nous essayons que toutes les informations sur le hub soient aussi accessibles que possible. On essaie de rendre les choses simples, cohérentes et rationnelles. On essaie d'utiliser un parcours de l'utilisateur pour que les gens comprennent bien de qui il s'agit avant de s'engager. Une fois que cela est fait, eh bien, on ajoute des incitations et des ressources pour les PME. Donc, on veut qu'ils puissent bénéficier des 3 outils automatisés autant que faire se peut, et d'autre part, d'avoir des informations et nous adaptons notre récit aux différentes géographies, et donc on apporte le niveau de conscience et de compréhension qu'il faut pour les PME. Merci beaucoup, vraiment, Pamela, c'est très intéressant. Et ceci nous amène à entrer dans certaines questions un peu plus en profondeur. Et je voudrais revenir à une question à Arvindon sur les PME. Vous connaissez leur base technologique très bien, vous arrivez à savoir comment ils travaillent. Elles travaillent et en général, les PME fonctionnent au niveau régional et national. Néanmoins, il peut y avoir des PME complémentaires dans le monde. Comment est-ce que vous réglez ce problème ? Pour que les PME puissent savoir ce qui se passe au niveau mondial dans leur domaine de technologie, ou même peut-être de les faire se rencontrer. Alors, oui, j'oublie toujours ça. Merci, Martin. Le changement climatique est un problème mondial. Les solutions doivent être mondiales aussi. L'économie canadienne est petite et pour que les PME canadiennes, pour qu'elles croissent, il faut qu'elles soient exposées à la base de marché international. Et donc, il faut qu'elles aient les moyens de réussir. Et la coopération internationale est fondamentale pour continuer à déployer les technologies. Nous avons un programme et dans cette équipe, nous avons un certain nombre de personnes comme moi qui travaillent sur le terrain, mais qui ont beaucoup d'expérience dans l'industrie privée, qui travaillent en cas particulier avec les PME. Et ceci correspond aussi au programme général canadien pour les PME. On les aide à construire des relations internationales et de participer à la chaîne de valeur mondiale. Nous essayons de les aider à identifier des opportunités de recherche et développement en coopération, et aussi avec des liens avec des organisations de classe mondiale. L'objectif, c'est de soutenir les PME. Quand je parle des PME, en fait, je parle évidemment des PME vertes qui vont vers et donc, elles peuvent devenir réellement des entreprises qui sont compétitives sur le moyen. Et il faut qu'elles soient, en fin de compte, être capables de se débrouiller toutes seules. Et donc, certains des programmes que nous avons mis en place pour ces coopérations internationales sont bien connus de l'audience, de l'auditoire Eureka, donc coopération des PME avec des partenaires comme l'Europe, l'UO, avec l'Afrique du Sud, la Corée du Sud. Nous avons aussi des programmes internationaux qui
eh bien, mettre les PME en lien avec des pays comme le Brésil, la Corée du Sud, etc. Et donc, ce sont des possibilités pour les PME et surtout au niveau mondial. Elles peuvent exporter, même des programmes innovants. Enfin, je suis très heureux d'en discuter en détail. Je donne peut-être trop de détails, excusez-moi. Mais en tout cas, comment est-ce que nous faisons? Nous avons une équipe et quels sont les résultats? Eh bien, cette année, notre équipe internationale a apporté vraiment des programmes qui ont permis de créer, a permis à 100 PME de recueillir des informations internationalement et la plupart d'entre eux ont pu participer à des programmes innovants internationaux. Je dirais une chose, l'un des aspects fondamentaux de nos efforts, c'est notre capacité en tant que NRC à rassembler des consortiums de PME et d'EMN du Canada pour travailler dans ce groupe international de chaînes de valeur et interagir avec des entreprises multinationales. La coopération internationale à tous les niveaux, privés et publics, est essentielle pour les groupes de PME. Thank you very much. Merci beaucoup, Arvinder. Eh bien, nous avons aussi vu l'aspect des compétences, que la dimension des compétences a une importance toute particulière. Et Pamela, vous avez parlé d'une pénurie de compétences. Je suis entièrement d'accord. Nous avons des expériences en Suisse, comme dans bon nombre d'autres pays, dans ce domaine. Et pour cette raison, nous allons lancer en Suisse ces prochaines années un nouveau programme d'apprentissage pour les technologies d'énergie renouvelable pour lutter contre cette pénurie de compétences. Cependant, avec un système d'apprentissage, ça peut être possible, mais la plupart des pays n'ont pas ce genre de système. Donc peut-être que si je peux demander à Véronique de s'exprimer sur l'aspect des compétences. Qu'est-ce qu'il serait nécessaire? Quel devrait être, quel rôle adopté par qui? Quelle devrait être la part prise par le secteur privé? Comment allons nous assurer que les compétences seront là quand on en aura besoin? Allez-y. C'est une question qui arrive à point nommé. Je m'intéresse beaucoup à votre programme en Suisse. Donc, je vais vous envoyer un email et peut-être que je viendrai vous rendre visite pour mettre en lumière une bonne pratique. Dans toute l'Europe, il y a plusieurs systèmes d'apprentissage et on travaille aussi sur le développement des compétences des jeunes. Et au sein des systèmes d'apprentissage, il s'agit aussi de s'assurer qu'on ait un bon suivi, une bonne veille sur les compétences pour savoir lesquelles seront nécessaires et pouvoir apporter la bonne formation et puis aussi des formations sur le tas pour que les jeunes aient les compétences qu'il faut. Dans le domaine des compétences sociales, on a aussi un nouveau programme pour ces prochaines années pour la reconversion et la montée en compétences des personnes qui actuellement ne sont pas sur le marché du travail, donc des personnes qui sont soit qui ne travaillent pas parce qu'elles l'ont choisi ou bien des personnes qui ne travaillent pas parce qu'elles sont au chômage, en nous assurant qu'ensuite on puisse apporter les montées en compétences et les reconversions nécessaires pour que les personnes aient les compétences qui sont déjà nécessaires maintenant et aussi qui seront ensuite nécessaires pour les prochaines années. En tant que pour les partenaires sociaux, eh bien, je dirais qu'il s'agit là d'une responsabilité conjointe d'un côté des autorités et des employeurs, mais aussi des individus, s'assurer qu'ils soient ouverts à la montée en compétences et à la reconversion et parce qu'elles soient prêtes à prendre cet engagement. Donc, dans l'année à venir, nous allons beaucoup parler entre partenaires sociaux au sein de l'UE, donc les syndicats et les employeurs d'un autre côté pour s'assurer que l'on ait les bonnes compétences nécessaires pour l'avenir. Merci beaucoup, Véronique. Tron, tout le monde parle de l'ESG, des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance.
mais certaines PME pourraient considérer ou voir l'ESG plus comme un monstre bureaucratique qui les regarde d'un œil affamé, qui pourrait les dévorer et qu'elles auraient du mal à gérer. Que proposeriez-vous? Comment les PME devraient-elles voir l'ESG? Comment pourraient-elles l'aborder d'une façon qui aurait une véritable valeur ajoutée et qui ne soit pas l'usine à gaz qu'elles imaginent? Oui, bonne question. Je crois qu'il faut que nous fassions en sorte que les PME ne voient pas l'ESG comme un frein, mais comme une opportunité. Et pour en revenir au financement, par exemple, les financements qui sont liés aux critères ESG. Et si vous souhaitez des financements qui soient véritablement alignés sur vos besoins, à savoir sans garantie, subordonnés à des prêts bancaires, des prêts convertibles, des prêts mezzanines, vous pourrez les obtenir, mais seulement si vous avez un bon palmarès dans votre note ESG. Pour cela, il faut un format standardisé de déclaration. Et puis, là encore, la taxonomie peut être une bonne base pour cela, mais il faut qu'elle soit adaptée. Je me tourne vers les autres intervenants, là, pour qu'ils m'apportent une aide pour développer des outils qui permettent de dire « Ah oui, voilà notre rapport, nous l'avons rempli » et on peut dire « Oui, très bien, voilà votre argent » et ça a été très rapide. Ce genre d'outils simplifiés nécessaires, nous serions ravis de fournir un financement si on a un moyen objectif de savoir si une entreprise a une bonne note environnementale. Et puis, les PME en ont besoin aussi. Très bien, il faut transformer ce monstre en un cheval de trait. Véronique, je vois que vous avez levé la main virtuellement. Ça fonctionne très bien. Génial. Comment est-ce que vous transformez ce monstre bureaucratique en un cheval de trait? Eh bien, j'aime bien cette expression. Je vais vous la piquer, Trond, si vous me le permettez. Vous le savez, en Europe, vous y avez aussi fait référence. D'ici à 2026, les PME vont devoir faire des déclarations sur leur développement durable dans le cadre de la directive sur les déclarations de développement durable. Et à SME United, nous allons consulter nos membres pour voir quelles sont les normes qui ont été développées, qui sont en train d'être développées par le groupe consultatif financier européen pour voir qu'il y ait quelque chose de simple et volontaire pour les PME, en tout cas au début, de préférence pour leur permettre de faire ces déclarations, mais aussi il faut être très prudent. J'ai toujours un peu peur qu'avec les déclarations, on va leur retirer leurs ressources lorsqu'il faudra choisir entre faire des déclarations, faire des choses en réalité sur le terrain. Il faut les aider à faire les bons choix et à part ces rapports, peut-être qu'on arrêterait de faire quelque chose en réalité. Donc, il faut trouver la bonne réponse. Et puis, nous sommes heureux que vous continuiez d'insister sur la simplicité. C'est fondamental pour aider les entreprises de façon tout à fait agile et sur la base de leur capacité déclarative sur le développement durable si ça devient obligatoire. Merci beaucoup, Véronique. Je vais poser une question à Pamela. Vous avez dit que nous sommes à l'ère des pénuries. Ça peut être dit à bien des égards et aussi à une période de crise du Covid, à la guerre en Ukraine, à l'énergie, à l'alimentation, l'inflation, peu importe. Mais des périodes de pénurie, en période de pénurie, les PME peuvent aussi les voir comme une opportunité, s'en saisir comme une opportunité, notamment l'aspect énergétique et la crise énergétique. Elles sont confrontées à cet énorme besoin et aussi à énormément de volonté politique et volonté sociétale de changer maintenant pour de bon, pour passer à l'énergie renouvelable. Comment voyez-vous les PME qui, en fait, prennent à bras-le-corps les technologies vertes et développent une opportunité d'entreprise? Pensez-vous qu'elles vont vraiment se développer à ce stade? Pensez-vous qu'elles vont se saisir de cette opportunité? Et comment voyez-vous la situation actuelle du point de vue
des aspects positifs que cela pourrait apporter, étant donné toutes les histoires négatives dont nous avons tout à fait conscience. Votre micro n'est pas ouvert. Bien sûr, ça devrait aller mieux. Merci pour cette discussion, Martine. Tout d'abord, avant d'oublier, je pensais qu'il faudrait que je contacte Véronique après cette session pour que je puisse lui en dire plus sur l'outil de déclaration que nous venons de lancer pour voir les synergies possibles. Et puis, nous aimerions qu'il soit utilisé par d'autres parties prenantes dans ce domaine. Pour en revenir à ce que vous disiez, Martine, bien sûr, il y a des opportunités. Il y a une communauté très diverse au SME Common Hub. Donc, nous avons les innovateurs, les entrepreneurs verts, mais nous avons aussi les entreprises plus traditionnelles qui essayent de s'orienter vers les pratiques vertes. Et ce qu'il y a d'intéressant au sein de Hub, c'est toute la dynamique qu'il y a. J'étais à la COP27 il y a quelques jours et on voit clairement que les entreprises se penchent sur leur chaîne d'approvisionnement et pour voir comment leurs fournisseurs peuvent les aider à atteindre leurs propres objectifs communs. Ça, c'est quelque chose auquel nous accordons beaucoup d'attention et c'est bien sûr lié aux réglementations qui vont entrer en vigueur aux États-Unis avec la proposition de la SEC, mais aussi dans le reste du monde avec l'ISSB. Donc, il y a clairement beaucoup d'adoption. Et puis, dans ce nouveau contexte, dans ce contexte d'action commune, eh bien, les PME vont bénéficier d'incitations supplémentaires. Donc, de grandes entreprises cherchent des fournisseurs durables avec lesquels elles pourraient travailler, ou bien elles envisagent de faire de la pédagogie auprès de leurs fournisseurs et fixer de nouvelles règles d'achat. Ça va avoir de grands effets sur les entreprises, ça va apporter des opportunités, mais aussi des défis pour les petites entreprises qui ne pourront pas faire ces changements. Donc, une chose qu'il est important de se rappeler, c'est qu'on ne peut pas attendre des PME qu'elles le fassent toutes seules. C'est pour cela que nous avons besoin de cet environnement favorable et prometteur. Donc, non seulement les grands acteurs, les PME, mais les organisations à but non lucratif et les ONG. Je vous ai dit que nous avions dans notre hub des associations non lucratives pour développer nos outils, nos activités, et pour fournir une visibilité aux PME. L'un des derniers partenariats a été lancé avec l'ITC. Nous avons créé une nouvelle plateforme pour les PME, notamment dans le sud mondial, qui pourrait être utilisée par les gros acheteurs qui cherchent des fournisseurs durables. Et les PME qui ont pris un engagement dans le hub peuvent se connecter sur cette plateforme. Donc, il y a des opportunités et de l'alignement entre tous ces différents acteurs de l'écosystème. Comme le savent et l'ont déjà dit mes co-intervenants, il faut des normes communes, des cadres communs pour que les PME ne soient pas obligées, par exemple, de déclarer de 100 façons différentes, pour que les banques et les entreprises aient un critère commun pour sélectionner les PME avec lesquelles elles souhaitent travailler. Et donc, tout cela, ça vient d'une collaboration très étroite. Merci beaucoup. C'était un appel à l'action très concret. Nous avons maintenant quelques minutes pour ouvrir le débat et poser quelques questions avant de faire la pause dans un quart d'heure. Vous avez la possibilité de poser des questions ici, dans la pièce, ou bien virtuellement. Saisissez-vous de cette possibilité. Levez la main, posez votre question et expliquez à qui vous souhaitez poser la question, parce que nous avons 5 intervenants qui peuvent vous offrir toutes sortes d'angles différents pour répondre à ces questions. Et puis, il y a le monde virtuel, et là, je me tourne vers Internet pour savoir si nous pouvons lire les questions. Donc, je vais demander à la salle s'il y a des questions. Y a-t-il des questions qui n'ont pas encore été posées? Please come forward. Yes. You will get a microphone. On va vous donner un micro. Merci beaucoup, Stuart Algie du Canada. Trond, cela m'intrigue. J'aimerais en savoir un peu plus sur votre banque d'investissement verte. Et je pense que le contexte est que, dans mon expérience, ça a été très difficile de créer des institutions de financement vert qui puissent
identifier à la fois des opportunités économiques et environnementales en même temps. On a tendance à greffer un mandat environnemental sur le mandat traditionnel des banques d'investissement. Donc, elles cherchent tout d'abord des critères de retour économique, mais qui ne cherchent pas non plus des entreprises qui sont supérieures du point de vue du potentiel environnemental. C'est difficile. Les gens ne sont pas formés à faire les deux. Ils sont formés à faire l'un ou l'autre. Et on a l'impression que vous essayez de faire cela. Donc, j'aimerais bien savoir dans quelle mesure vous essayez de quantifier et d'identifier des entreprises qui ont un potentiel environnemental de rupture et un potentiel de retour économique potentiel. Et où est-ce que vous prenez ce risque financier supplémentaire parce qu'il y a tellement de possibilités de gains environnemental que vous pouvez prendre un risque plus suffisant à votre charge ou attendre un retour plus long. Je n'ai pas encore vu d'institution faire cela. C'est parce qu'elles essayent de faire les deux, donc c'est très difficile, comme je l'ai dit, de mélanger les deux choses, d'être une banque traditionnelle ou être un institut de financement. C'est pour cela que je pense que notre genre d'institution de financement vert doit être découplé des investisseurs financiers. Nous sommes dans le même bâtiment, nous partageons les ressources, mais nous sommes distincts, nous avons deux cultures différentes parce que nous voyons les investissements presque de façon complètement différente. Eux, ils se penchent sur les risques de baisse, les actifs à risque, et nous voyons les possibilités d'un avenir vert. Et puis, c'est un acte d'équilibriste, mais on ne prend pas trop de risques à notre charge parce que nous regardons les composantes dans la phase de croissance avec des solutions prouvées. On sait que ça fonctionne, on sait qu'il y a des clients. C'est simplement qu'il y a une lacune de marché où personne ne les finance. Donc, on leur dit, vous pouvez obtenir un prêt sans garantie. Et là, je ne crois pas qu'on prend beaucoup de risques. On analyse leur plan économique, mais bien souvent, leur plan de marche peut montrer que ça peut être payé, qu'elles peuvent rembourser des prêts parce qu'elles ont déjà un très bon modèle économique. Et puis, bien sûr, nous sommes agiles et souples. Donc, nous structurons les prêts selon les entreprises. Si elles ne peuvent pas rembourser les 2 premières années, d'accord, elles pourront rembourser plus tard. Si elles ne peuvent pas rembourser du tout pendant un certain temps, on peut transformer ça en fonds propres. Donc, c'est une approche complètement différente de celle des banques normales. C'est une culture, un environnement séparé pour faire cela. Mais sans aucun doute, à côté et avec les grosses banques, parce qu'on veut qu'elles soient impliquées plus tard. Merci beaucoup, monsieur, pour cette excellente question. Là, dans la salle virtuelle, j'ai Francesca Cook. Est-ce que le comité de l'OCDE sur les PME va évaluer les implications de la taxonomie de l'UE sur les PME et fournir des recommandations? Est-ce que l'OCDE fonctionne sur le fait de rendre la taxonomie utilisable pour tous les PME dans l'UE? Et est-ce que les Nordiques sont en pointe dans les discussions dans ce domaine? Tout d'abord, je vais donner la parole à Céline Kaufmann pour la dimension OCDE. S'il vous plaît, Céline. Oui, merci beaucoup, Martine, et merci à Francesca pour cette question aussi. En fait, on ne travaille pas directement sur la taxonomie de l'UE, mais on fait un certain nombre de travaux qui sont pertinents tout d'abord pour se pencher sur la définition de l'entrepreneuriat vert. Cette question de la définition est très importante. Et c'est quelque chose qui est tout à fait incorporé dans notre programme de travail à l'avenir. La question de la façon dont on traite les PME dans les obligations déclaratives, dans les différentes définitions des obligations déclaratives, c'est quelque chose qui va bien au-delà de l'UE. Et si l'on voit ça du point de vue de la façon dont on intègre les PME et les entrepreneurs et leur point de vue très tôt dans l'établissement, dans l'élaboration des politiques, dans la conception des définitions et des politiques pour que ces définitions, ces taxonomies ne frappent pas les PME trop tard, une fois qu'elles auront été conçues pour l'entreprise moyenne qui souvent est très grosse. Et de ce point de vue, nous travaillons à affiner un angle de la PME dans ces travaux
pour mettre autour de la table les PME et les entrepreneurs très tôt dans le processus. Parce que si vous ne faites pas cela, vous créez une sorte de seuil et on ne veut pas nécessairement faire cela systématiquement quand vous avez une définition spécifique, une obligation déclarative spécifique qui n'a pas été conçue pour incorporer le point de vue des PME. Ce qu'on a tendance à faire dans tous les pays, c'est dire que ça n'est pas conçu pour les PME. Eh bien, on va le voir, on va prendre une PME théorique, et donc pour les obligations déclaratives et tout cela. Mais en fin de compte, cela crée un effet de seuil où cela empêche les entreprises de se développer aussi parce qu'elles souhaitent rester en dessous du seuil, ou bien ce n'est pas nécessairement qu'elles en ont envie, mais elles restent en dessous du seuil parce que elles n'ont pas d'incitation à changer d'échelle. Donc n'oubliez pas cette perspective de changement d'échelle, n'oubliez pas que les PME et les entrepreneurs devraient être autour de la table dès le début pour que toutes ces obligations, quand elles sont conçues, elles intègrent les PME et les entrepreneurs. C'est vraiment quelque chose sur lequel travaille l'OCDE, enfin plutôt le comité sur les PME et l'entrepreneuriat. Merci. Puis-je poser la question de faire en sorte que ce modèle soit utilisable? Il y a beaucoup d'initiatives dans le secteur privé pour qu'on puisse l'appliquer. C'est une activité en elle-même. Nous venons de financer une société en Islande qui a cette solution et pour un prix modique, on peut mettre des capteurs et des KPI et on peut avoir un rapport automatique. Alors, il y a des initiatives, il y a des exemples. Je suis sûre que nous pourrons surmonter cet obstacle et nous aurons quelque chose qui marche bien en pratique. J'ai une question qui est pour Véronique ou pour Pamela. Bern Aitia dit qu'il suit du Ghana en Afrique de l'Ouest et je voudrais savoir si on peut renforcer les capacités d'autres PME. Est-ce qu'elles pourraient bénéficier de ces outils et est-ce qu'on pourrait suivre l'alignement des pays qui respectent l'accord de Paris? Alors, Véronique ou Pamela, avez-vous des exemples de prestations de services au bénéfice de PME en dehors des pays membres de l'OCDE ou de l'Union européenne? Oui, notre hub a une couverture mondiale. Le site web et la plateforme existent en 2 langues, en anglais et en espagnol. Et nous sommes en train de renforcer notre présence ou d'élargir notre présence. Nous venons de lancer une campagne aux États-Unis. Il y a des pilotes en Amérique latine. Nous développons des activités en Inde. Nous procédons étape par étape, mais nous avons également une opération à l'échelle locale avec des partenaires locaux. Cela dit, la plateforme est déjà mondiale. Les outils sont disponibles à toute PME, où qu'elle soit dans le monde. Nous avons la façon de calculer le carbone commercial. Ça ne marche et nous allons faire d'autres versions linguistiques. Alors, à la COP27, on a présenté notre activité. Alors, n'hésitez pas à consulter la plateforme. Beaucoup d'outils que j'ai déjà cités sont à la disposition de toutes les PME. Vous avez le calculateur, le stage, le soutien. Et ensuite, pour les PME ayant fait l'engagement, il y a l'outil de reporting et nous avons des modèles d'action spécifiques avec des orientations encore plus spécifiques pour mettre en place des actions précises en fonction des profils des PME. Alors, n'hésitez pas à consulter la plateforme et s'il vous plaît, nous aimerions avoir votre retour parce que le retour des PME dans différents pays nous intéresse toujours. Véronique, alors, bon, nous, bien sûr, SME United
collabore avec des PME en Union européenne. Alors nous avons le lobbying et nous défendons les intérêts des petites entreprises auprès des institutions européennes et nous essayons de renforcer les capacités de nos organisations membres, cela dans le domaine européen. Et je sais qu'il y a d'autres organisations, par exemple au Royaume-Uni, en France et en Italie, ont déjà lancé des opérations avec le Hub Climat. On peut dire que ce lien existe. Nous fournissons un soutien à nos organisations membres avec un lien à la législation européenne en cours de développement. Et nous essayons de faire en sorte que la législation européenne commence à le niveau des petites entreprises afin que les PME puissent se conformer. Nous n'avons pas de dérogation pour les PME parce qu'avec les rapports de durabilité des entreprises dans la chaîne de valeur, il y a un bénéfice perçu par les PME. Ce n'est pas la peine d'avoir une dérogation et ensuite un système de rapport qui ne s'adapte pas aux petites entreprises. Ça serait pire. Il y aurait une dérogation, mais il y aurait ensuite l'obligation de faire un rapport et il faudrait fournir les informations et l'outil ne serait pas adapté aux besoins des petites entreprises. Alors là, je crois que nous avons un bon lien entre le Hub Climat et nos organisations membres. Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de cette séance de questions-réponses et je voudrais juste avoir une dernière question pour chaque intervenant. Où constatez-vous les lacunes dans nos connaissances? Où faut-il étudier ou approfondir les questions afin d'apporter une vraie valeur ajoutée? Où sont ces lacunes en connaissances? Ensuite, l'OCDE et d'autres organisations internationales ou d'autres institutions pourraient faire d'autres recherches et analyses. Qui souhaite prendre la parole? Qui sait dans quelle direction il faudrait se diriger pour combler ces lacunes? Je veux bien répondre. Très bien, Arvinder. Nous parlons de développement des technologies, etc. Mais il faut savoir que ce développement et les innovations constituent une activité à risque. C'est un travail difficile. Il faut une décennie ou des décennies pour concevoir, créer et déployer à plus grande échelle toute technologie nouvelle. Il faut beaucoup de ressources. Alors, lorsqu'on parle d'avoir besoin d'une nouvelle technologie, il ne faut pas oublier que les entrepreneurs et les PME aujourd'hui qui travaillent sur le développement de technologies ne pourront la déployer que dans 7, 8, 10 ou 15 ans. Alors, il faut le soutien de la PME pendant toute cette phase de développement de la technologie en question. Il faut un personnel hautement qualifié, il faut un financement public et privé, il faut un plus grand écosystème avec des instituts de recherche et d'autres acteurs. Il ne faut pas l'oublier, il faut du temps. Et il faut beaucoup d'argent et il faut du courage pour développer ces nouvelles technologies. Bon, le cycle de développement des technologies est un élément. Alors, il faut l'anticipation aussi, il faut un travail de prospective. Comme vous avez dit, il faut beaucoup de temps pour développer et commercialiser ces technologies. On peut dire qu'aujourd'hui, nous avons les personnes qui travaillent sur les technologies qui seront les nouvelles technologies dans 10 ou 15 ans. Analyzed further. Et bien sûr, il faudrait approfondir cette question. Y a-t-il d'autres réponses à la question de savoir comment combler ces lacunes? Je crois qu'il faut avoir plus d'informations sur les écarts de financement dont souffrent les PME. Est-ce qu'il est vraiment impossible de trouver
plus de financement? Est-ce qu'il y a des institutions publiques ou privées qui fournissent ces financements? Et si on peut trouver des exemples, est-ce qu'ils marchent, est-ce qu'ils ne marchent pas? Est-ce qu'il faudrait créer d'autres institutions dédiées telles que la nôtre qui acceptent le risque et qui aident les PME? Je crois que là, on a besoin de recherche. Et Véronique, Pamela, vous voulez répondre d'abord? Pamela. Je voudrais reprendre ce que Trond vient de dire, parce que pour avancer, nous avons cité les défis, vous avez la pandémie, les événements climatiques extrêmes, la crise énergétique, absolument tout, mais tout ce qui peut faire un argument en faveur d'une activité commerciale peut nous aider. Il faut des incitations commerciales ou financières en respectant des critères et des normes partagées. Et après, il faut des preuves qui montrent que certaines actions spécifiques pourraient nous aider à réduire des coûts ou avoir plus de résilience. Ce serait formidable. Et on pourrait également les relier au modèle d'action que nous développons pour le Hub, avec une aide pour mener à bien des actions spécifiques. Il faudrait montrer qu'il y a des bénéfices commerciaux directs. Il faudrait trouver le lien avec des modèles et des programmes à l'échelle locale qui aident les PME à mettre en place de telles actions. Merci. Véronique, je suis contente de vous avoir laissé parler en premier parce que là, je peux rebondir là. Il faut voir ce qui est adapté aux petites entreprises. Et nous avons le pacte des sociétés pour le climat et l'énergie. C'est une initiative européenne. Et nous voyons que le fait de fournir l'aide technique au niveau européen sans tenir compte de ce qui existe au niveau local ne correspond pas forcément aux besoins des PME. Il faut vraiment réunir les bonnes pratiques pour l'action publique, pour les instruments et éventuellement pour le financement. C'est une façon importante d'assurer plus de renforcement des capacités afin que les PME nous suivent. Alors, en Europe, 93% de nos entreprises ont moins de 10 employés. Alors, il faut qu'elles nous suivent et qu'elles adoptent les bons outils qui donnent les résultats afin de pouvoir avoir un effet sur le climat. Merci Véronique. Et enfin Céline, quelle est la perspective de l'OCDE en fonction de notre façon de travailler? Merci Martine, je trouve que ce panel est excellent. Toutes vos idées sont intéressantes et je voudrais bien collaborer avec vous à l'avenir. Je dirais que du point de vue de l'action publique et à côté, littéralement à côté, nous avons la discussion au sujet du numérique pour les PME. Alors, il faut obtenir plus de données sur les positions partagées. Il faut éviter les silos. Alors, les PME ont beaucoup de demandes, sont dans une situation où il y a des forces dans tous les sens. Je crois qu'il faut aider les PME à faire face à toutes ces demandes que nous formulons et qu'on impose aux PME. Mais il y a un élément que vous avez déjà cité, c'est la dimension des compétences, parce que là, vous avez l'aspect vert. Et là, nous n'avons pas les informations et les données qu'il nous faudrait. Merci. Merci beaucoup. Alors, l'un des intervenants nous a dit qu'il fallait partager nos connaissances. Alors, moi, je trouve qu'une manifestation de ce type, si ce forum nous donne un exemple de partage de connaissances, il y aura d'autres actions. Il y a des contacts entre les intervenants et avec vous aussi pour le public. Et je vous demande d'applaudir nos intervenants.